Bonsoir tout le monde, enfin aux quelques personnes, je sais pas combien vous êtes, qui êtes là à regarder le tout premier live ever de la Quadrature du Net. On est assez content de lancer ce format. Peut-être commencer par, si vous vous retrouvez là par hasard, expliquer qui on est, c'est quoi la Quadrature du Net. On est une association qui existe depuis 2008, on travaille sur beaucoup de choses, mais évidemment beaucoup sur la question du numérique, de l'informatisation du monde, et on lutte contre toutes les atteintes aux libertés que ces phénomènes peuvent engendrer, donc beaucoup des questions de surveillance, de censure, de contrôle social, d'écologie aussi, voilà. Donc plein de choses, et chaque année, on a une campagne de soutien, une campagne de dons, parce qu'on vit énormément sur ça. C'est vraiment important pour nous faire fonctionner. Chaque année, on choisit un thème qu'on fait vivre pendant plusieurs semaines du mois de novembre et du mois de décembre. Et cette année, on a choisi, et je vais y revenir, le thème du technofascisme, avec plein de guillemets, parce que ça va être l'enjeu de ce soir, d'en discuter, mais j'y reviens dans 2 minutes. Et surtout, cette année, on a décidé de lancer des lives, donc des formats vidéo, où on inviterait des personnes extérieures, des journalistes, des militants, militantes, des universitaires, voilà, plein de gens, pour réfléchir à ces enjeux-là. Donc il va y avoir 5 lives d'ici le mois de décembre, dont on pourra reparler pendant l'émission et à la fin de l'émission. Mais tout ça, c'est sur notre page de campagne, si vous voulez aller voir le programme. Et du coup, ces lives sont diffusés principalement sur Peertube et accessoirement sur YouTube et Twitch. Du coup, Peertube, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un outil développé à la base par Frappasoft, qui est libre et décentralisé. Donc nous, on préfère et qu'on vous incite. On vous incite de regarder les lives là-dessus. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de collecte de données. Ça n'appartient pas à une entreprise. Voilà. Et Amazon, c'est Twitch, et Google, c'est YouTube. On les aime pas, mais on y est quand même. Mais on les combat par ailleurs. Voilà pour la présentation des lives. J'ai rien oublié. Ah non, c'était très bien. Et du coup, ce soir, on va donc parler technofascisme, parce que on s'est interrogé à la Quadrature, justement, quand on s'est dit ce sujet nous apparaissait quand même comme important et assez évident quand on a cherché un thème de campagne de dons. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la fascisation ambiante, mais ça aussi on en parlera. Et quand même le premier sujet, c'était, mais est-ce qu'on peut parler de fascisme ? Comment utiliser ce mot fascisme ? Qu'est-ce que le technofascisme ? Voilà, c'est lourd de sens et en même temps on l'utilise parfois un peu comme invective aussi. Est-ce que on ne le dénature pas ? Et on s'est dit que en fait la première émission pouvait être consacrée à ça, à questionner ça. Et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, il y a eu une revue d'AOC qui parle du sujet, et il y a eu un livre, je présente vraiment comme à la télé. Exactement. Apocalypse Nerd de Nastasia Adjavi et Olivier Tesquet qui est sorti. Et du coup, Nastasia, tu es là avec nous pour en parler, et on va te faire parler ce soir de ça. Et à côté de moi, je ne t'ai pas présenté, Mathieu. Ouais. Tu es mon collègue. Exactement, on travaille ensemble, on fait partie de l'équipe salariée de l'assaut. Et du coup, tu vas parler aussi de ça, parce que tu as travaillé là-dessus aussi. Et l'idée, c'est de discuter ensemble. Donc, c'est un live. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les envoyer. Soyez indulgents. C'est notre premier live, voilà, sur la réactivité, etc. Et peut-être, en fait, pour commencer, avant d'entrer dans le dur du technofascisme, on s'est dit qu'on allait peut-être d'abord se questionner sur le fascisme, la notion du fascisme. Qu'est-ce que c'est ? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là... Alors, pour redire ce que tu as déjà dit un peu, donc, on réfléchissait au printemps, là, avant l'été, oui, le printemps est avant l'été, sur le thème qu'on choisirait en fin d'année pour animer notre campagne de dons. Et à cause du travail qu'on fait et des sujets qu'on étudie, et voilà,
l'idée du technofascisme s'est imposée. Le mot était dans l'air. Et puis très vite, on s'est dit que quand même, dans technofascisme, il y avait fascisme. Et que c'était pas un mot léger. Et que c'était un mot massif, un peu massu. Et comme un gros bloc d'impensé qui pouvait nous empêcher d'apprécier ce que la situation actuelle a de fin, de nouveau. Voilà. Et d'où l'idée de consacrer la première émission à cette discussion-là, quoi. Est-ce que le mot est pertinent pour décrire ce qu'on vit aujourd'hui tous dans nos démocraties libérales qui le sont de moins en moins et qui s'usent, où les processus démocratiques sont moins... n'est-ce pas, moins démocratique en fait. Et il se trouve qu'au moment où on se posait cette question au printemps, il y a eu 2 publications. Donc la première, je remonte ce que tu as déjà montré, cette revue d'AOC. Alors AOC, vous connaissez sans doute, c'est une revue en ligne, aoc.media, qui a décidé de se lancer dans la publication de trimestriels papier. Le premier était consacré à l'intelligence artificielle, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Bon voilà, on y reviendra. Et donc en juin-juillet, je sais plus, au commencement de l'été, je t'en prie. AOC sort Fascisme 2.0. Alors quand on est en train de se demander si on a raison de parler de fascisme et qu'on voit sortir ça, forcément ça désinhibe et ça autorise à en parler. Du coup, je vais revenir sur le contenu de la revue et immédiatement au même moment, je sais plus quand est-ce qu'il est paru votre bouquin. 19 septembre 2025. Ah oui, donc c'est quand même à la fin de l'été. Bref, il a dû être annoncé avant. Et à ce moment-là, donc on voit sortir Apocalypse Nerd. Et alors là, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais le sous-titre de Apocalypse Nerd, c'est comment les technofascistes ont pris le pouvoir. Donc là, on valide à la fois le mot de fascisme et le mot de technofascisme, qui donc réunit les 2 aspects dont on a parlé ce soir. Du coup, comme préambule à notre discussion, je propose de faire un petit tour d'horizon de ce que raconte AOC. Et c'est là que je sors mes notes, parce que c'est vendredi soir. Et le cerveau a besoin d'être aidé. Oui, alors évidemment, quand on se pose la question de est-ce que c'est du fascisme, est-ce que c'est pas du fascisme, on a tout de suite envie de se tourner vers une définition canonique. Il n'y en a pas. Même les historiens se battent, s'engueulent et ne sont pas d'accord sur la définition canonique de ce que serait le fascisme. Il y a les historiens purs et durs qui disent c'est quelque chose qui relève du passé, qui est inscrit dans une réalité révolue. En parler aujourd'hui, c'est forcément constater un écart avec la réalité d'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui, à la façon de Umberto Eco, proposent un certain nombre de points qu'on coche plus ou moins, un peu, pas beaucoup, passionnément, etc. Et puis, je me suis perdu, excusez-moi. La définition. Et alors oui, ce que je voulais dire, c'est que AOC, justement, prend pas le risque de la définition, c'est-à-dire que on met un grand titre Fascisme 2.0 et un gros paquet d'articles dessous, sans chercher à définir d'abord de quoi on parle. En gros, le fascisme, c'est tout ce qui est là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, il y a tout un tas d'articles qui parlent d'aspects très différents. Dont tous ne mobilisent pas d'ailleurs la catégorie fasciste. Mais non, bien sûr, et c'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on décrit une réalité sans la nommer, quoi. C'est la réalité elle-même qui... Voilà. Je finirai pas mes phrases ce soir. C'est un procédé comme un autre. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve par exemple la tronçonneuse de Javier Milei en Argentine. On trouve le Doge d'Elon Musk, vous savez, le Department of Government Efficiency, c'est ça, dont on va parler ce soir. On trouve des travaux de sociologues comme Félicien Faury qui bossent sur l'électorat du FNRN et son attachement au discours raciste. On trouve des choses, le travail de Olivier Herchet qui est connu sur les réseaux sous le nom d'Affordance, vous le suivez peut-être sur Masto ou ailleurs, qui lui parle du rapport fascisme de Trump au langage. On a Christian Salmon qui avait forgé le concept de storytelling en politique, qui parle lui de la façon dont le Trumpisme transforme l'exercice public de la politique en télé-réalité permanente avec la caméra dans le bureau ovale. On se souvient tous et toutes de l'épisode saisissant avec le président ukrainien dont le nom m'échappe. Merci beaucoup. Cette année, voilà. Il y a aussi un article sur les bitcoins et sur les crypto-bros et tout ça, écrit par toi, Anastasia.
En 2023, tu nous disais, il faudrait le mettre à jour. Ah oui, une précision que je voulais donner. Les articles qui sont recueillis là, dans la revue, ils ont été publiés d'abord en ligne par AOC entre janvier 2021 et mai 2025. Donc il y a du, C'est une sorte de compilation. il y a du très récent et du un peu plus ancien qu'il faudrait remettre à jour. Voilà. Et il y a 2 personnes, en gros, dans la revue qui se posent explicitement et frontalement la question de la définition. Il y a Stéphanie Precioso qui, elle, qui conclut en disant que utiliser le mot de fascisme, c'est justement éviter de penser et qu'il faut au contraire penser à la singularité de la situation. Et la deuxième personne qui affronte le truc, c'est Johan Chapoutot, l'historien, qui, dans son article, reprend ce qu'il développe dans son dernier livre qui s'appelle « Les irresponsables », où il décide de prendre à bras-le-corps un truc qui l'agace, c'est-à-dire le poncif médiatique du retour des années 30. En gros, on serait dans une période qui serait le retour d'une situation politico-économique qu'on a connue il y a un siècle, en fait, quasiment, et quelque chose qui se rejouerait, ça serait la fatalité du retour du fascisme, alors qu'il serait le lepénisme chez nous ou sous d'autres formes dans d'autres pays. Et lui, il analyse ça en historien, donc en contextualisant l'avènement du nazisme dans les années 30 et en le comparant à la situation actuelle. Et il trouve énormément de points communs, ce qui pourrait être inquiétant, ce qui pourrait aller dans le sens de la fatalité. En gros, les points communs, c'est une crise économique, une crise de la dette. Ça doit vous rappeler des choses dans notre situation actuelle. Et une droite patronale, financière, industrielle, la bourgeoisie, pour dire les choses simplement, qui décide de confier, qui veut à tout prix éviter de donner le pouvoir à la gauche. Surtout à une époque où la gauche était adossée à l'Union soviétique. Et préfère confier le pouvoir à cette espèce de clown, de trublion d'Hitler, qui lui paraît moins dangereux et qu'elle pense pouvoir contrôler. On sait comment l'histoire a tourné. Et Chapoutot conclut en disant que on est au stade de la comparaison des 2 époques où on voit la droite patronale du macronisme à LR faire le choix de l'extrême droite, mais que la gauche a encore un rôle à jouer. Et que, ben voilà, il renvoie la balle, il nous renvoie la balle. Voilà, c'est à nous de faire le boulot pour que ceci n'arrive pas. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Désolé si c'était un peu long. En tout cas, la revue est plus en kiosque, mais tous les articles sont encore en ligne, donc je pense que c'est possible d'aller lire tout ça sur aoc.media. Voilà. Mais merci beaucoup. Mais du coup, pour entrer, on va un peu parler de fascisme avant de parler de technofascisme. On se demandait, du coup, toi avec Olivier Tesséquet, quand vous avez commencé à faire le livre ou à réfléchir à ce livre, comment vous avez un peu appréhendé cette notion du fascisme ? Est-ce que ça s'est imposé à vous, justement ? Ou est-ce que vous avez été un peu frileux ou pas ? Ça a été débattu, évidemment. Enfin, vous l'avez dit, c'est une des catégories historiques et politiques les plus discutées du XXe siècle. Il y a des débats qui sont pas tranchés entre historiens. Enfin, tu l'as très bien dit. Donc l'idée, nous, c'est pas non plus de trancher ce débat, d'autant plus que nous ne sommes pas historiens. Mais il y a aussi quelque chose qui est que ce mot fascisme, il produit un effet de sidération et presque d'autocensure. Donc toi, tu as parlé de désinhibition. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'est comme si on n'était pas historien, si on n'avait pas ce label de la rigueur absolue scientifique, on ne pouvait pas s'en emparer. Alors que nous, on a tendance à penser, en tout cas c'est comme ça qu'on a un petit peu, qu'on s'est nous-mêmes désinhibés, que déjà d'une part, le fascisme n'est pas qu'un régime qui serait marqué par des caractéristiques extrêmement gravées dans le marbre, la présence d'un parti fort, un rapport à la structure militaire, à la verticalité du pouvoir, une dimension ethno-raciale, voire franchement raciste, qui est l'un des primats quand même de ces régimes-là. Et en fait, ça, ce sont certaines des catégories des fascismes historiques, telles qu'on a pu les voir se déployer dans l'Italie de Mussolini, dans l'Allemagne nazie, et puis par, répercussion et prolifération ailleurs dans le monde depuis. Et d'ailleurs, Hugo Paletta en parle aussi dans son livre. Donc Hugo Paletta, qui est quand même un des spécialistes français de la question du fascisme, qui a écrit nombre d'essais sur ce sujet, dont un qui se trouve précisément ici. Voilà. Et on va entendre juste après. Mais ouais. Qui distingue donc le fascisme comme régime et le fascisme comme processus. Et effectivement, ce fascisme comme processus s'appuie sur un certain nombre d'invariants dont
Umberto Eco, par exemple, a fait une liste, et ces invariants sont un petit peu comme des espèces de bactéries latentes qui peuvent ou non métastaser à des moments historiques et en fonction de conditions historiques précises. Et donc, nous, on fait l'hypothèse qu'aujourd'hui, un certain nombre de conditions historiques sont réunies pour qu'effectivement le fascisme ressurgisse. Un certain nombre de curseurs, notamment dans le secteur tech et numérique, sont poussés au max pour qu'en fait, y ait une forme de résurgence ou d'hybridation, ou les deux, du fascisme. Et on propose du coup le label, enfin on le propose pas d'ailleurs, on s'empare du label technofasciste. Ouais, peut-être on peut juste après regarder la vidéo d'Hugo Paletta qu'on a préparée. Et effectivement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire c'est pas une étape qui arrive après un certain aspect du capitalisme ou un certain aspect de l'autoritarisme. C'est un processus avec plein d'éléments qui se transforment dans la manière dont l'État fonctionne, dans le rapport, dans une crise de l'hégémonie aussi des néolibéraux, etc. Et donc, en fait, c'est tout un tas de choses, et ce qui nous conforte dans l'idée que c'est difficile à catégoriser, et qu'en même temps, faire ce travail de documentation de qu'est-ce qui se passe maintenant, hyper intéressant. Et du coup, on voulait te faire réagir sur... Donc Hugo Paletta, sa thèse, ce qu'il propose, c'est de dire qu'il y a un processus de fascisation avec des conditions qui permettent l'émergence du fascisme. La question qui se pose, c'est à quel stade on en est, et qu'il y aurait un peu deux étapes. La préparation, puis l'arrivée des fascistes au pouvoir. Et du coup, peut-être, on peut regarder la vidéo. C'est bon. Penser en termes de fascisation. Oui. Penser en termes de fascisation, ça conduit à poser deux questions au moins, qui sont souvent donc un peu esquivées ou minimisées, qui est la question des conditions dans lesquelles, les conditions économiques, politiques, idéologiques, culturelles, là, je pourrais rajouter psycho-affectives, etc., dans lesquelles les fascistes peuvent effectivement parvenir au pouvoir, être poussés, notamment bien souvent au pouvoir, vers le pouvoir. Donc ça, c'est un premier problème qui, justement, en fait, tout le livre porte en réalité là-dessus. L'essentiel du livre porte là-dessus, sur les dynamiques qui favorisent la montée du fascisme et sa potentielle arrivée au pouvoir. Et l'autre question, qui n'est pas au cœur du livre pour le coup, mais qui est une question importante, c'est celle de la transformation de l'État. C'est la fascisation en tant que, on pourrait dire ce que j'ai évoqué en premier, c'est la première étape de fascisation, les conditions dans lesquelles le fascisme monte et devient capable effectivement d'exercer le pouvoir ou devient un acteur sur lequel peut compter la bourgeoisie pour résoudre un certain nombre de problèmes ou potentiellement résoudre un certain nombre de problèmes du système capitaliste. Et la deuxième étape de fascisation, c'est ils sont au pouvoir, bien souvent, presque toujours en coalition avec les droites traditionnelles, ou en tout cas une partie des droites traditionnelles, conservatrices, libérales, etc. Et est-ce qu'ils vont parvenir à transformer l'État d'un État bourgeois, démocratique, libéral ou constitutionnel, plus ou moins, vers un État de type fasciste, vers un pouvoir de type fasciste, vers un État de guerre, comme je disais tout à l'heure, de guerre ouverte contre les mouvements populaires, contre les classes populaires, contre les minorités, etc. Voilà, et parler en termes de fascisation, c'est aussi une hypothèse dans la situation présente, dans notre situation présente, sur la direction du processus, en disant l'horizon est très probablement non pas le retour après, donc je sais pas, la période macroniste, le retour à une sorte de normalité démocratique, libérale, etc., mais plus probablement la mise en place, si en tout cas on n'enraye pas le processus, la mise en place de nouveau, d'un pouvoir de type fasciste. Voilà, je le dis mieux que moi. Mais la réaction, c'est que je suis absolument d'accord. C'est effectivement donc le fascisme comme processus qui s'appuie sur un certain nombre de conditions. Il explique l'idée qu'effectivement, souvent, c'est une forme de réaction à des conditions de crise à travers l'histoire. Donc, il y a une multiplicité de facteurs qui conduisent à ces crises. Crise du régime d'accumulation, si on veut parler en termes marxistes. Et aujourd'hui, effectivement, on est à un endroit où ce processus, il est activé et où, je raisonne dans le cadre de ce qui est celui du livre, à savoir comment, en fait, la modernité technologique accélère ce processus de fascisation, le catalyse, le permet, le met en œuvre et permet sa diffusion contre cette modernité politique, si on considère que la modernité politique est aussi caractérisée par le régime de la démocratie libérale et en particulier d'une de ses institutions clés, l'État-nation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est précisément tous ces points-là qui sont attaqués et corrodés par des entreprises
des grandes entreprises de la tech. Alors on pourrait aussi avoir une discussion sur oui, non mais l'État est aussi fasciste en lui-même et l'État répressif en particulier. Mais je la mets à part pour le moment, mais c'est qu'aujourd'hui on voit quand même une espèce d'accélération dans ces processus de corrosion des démocraties libérales et d'attaque quand même assez en règle contre la forme État-nation. En tout cas, c'est extrêmement présent chez ces libertariens radicaux qui sont finalement les premiers grands cavaliers de ce processus de fascisation venu de la tech. Et je pourrais peut-être nommer oui, vas-y, rentrons et dans le cœur du exemplifier sujet, ce truc très théorique. Mais en gros, le technofascisme, je le disais, c'est donc mobiliser les infrastructures du numérique et les grandes entreprises qui les supportent et qui les produisent pour mener une bataille contre les institutions de la démocratie libérale, contre la modernité politique et en particulier contre l'État-nation. Donc il y a ce processus de corrosion de l'intérieur, donc ça va être un petit peu ce que certains qualifient de coup d'État technologique. Donc on va créer des alliances politiques qui sont circonstanciées, mais si on prend le cas archétypal des États-Unis qui nous fournit quand même une bonne boîte de pétri d'analyse de ce que peut donner le technofascisme, donc depuis janvier 2025 et la réélection de Donald Trump, avec finalement des milliardaires qui se rallient à Trump, la mise en place de cette institution totalement non démocratique qui est le Doge et qui est donc cette espèce de ministère de l'automatisation de la purge austéritaire. Ce que, si on veut paraphraser Naomi Klein, on pourrait dire c'est la stratégie du choc algorithmique. Donc c'est comment on va mobiliser l'algorithme, les infrastructures tech et numériques pour démanteler l'État social. Puisque, évidemment, et on le rappelle tout le temps, et on prend bien soin de le rappeler, nos technofascistes, et vous le savez ici, sont... Donc, le technofascisme est un fascisme qui s'appuie sur la forme entreprise privée, donc portée par des grandes entreprises privées de la tech. Ces entreprises privées de la tech sont précisément nées, pour le coup, de leurs alliances financières et politiques avec l'État, et notamment dans son versant militaire, défense, etc. Donc toutes ces entreprises se nourrissent, sont nées, ont grandi par la commande publique et les contrats qu'elles passent avec le ministère de la Défense américain, dont le budget est colossal puisque c'est plus de 1 000 milliards de dollars. Elles continuent, toutes ces grandes entreprises que l'on pense à Palantir, toutes les boîtes d'Elon Musk, Google, OpenAI, toutes se nourrissent finalement de cette commande publique. Donc lorsque nos technofascistes arraisonnent l'État américain, ils arraisonnent l'État social et non pas l'État de la répression et de la défense. Et donc voilà, c'est l'action du Doge. Donc c'est vraiment la purge austéritaire automatisée. On va utiliser des algorithmes pour aller pénétrer le cœur du système, prendre possession des bases de données et sabrer. Démanteler l'État social. Donc ça, c'est vraiment une des premières manifestations du technofascisme, entamée avec grand fracas par Elon Musk, qui a cristallisé beaucoup d'attention, qui aujourd'hui est revenu à ses affaires privées, mais qui est poursuivi par son successeur, Russell Vought, avec toujours cette feuille de route explicite qui est de purger l'État américain de sa bureaucratie en s'en prenant en particulier aux agences gouvernementales qui gèrent ce qu'il y a de sécurité sociale aux États-Unis, le système de retraite, l'aide internationale. On va aussi en profiter quand même pour avancer ses intérêts ou préserver ses intérêts économiques et on va bien mettre à bas toute forme de régulation bancaire. Donc ça, c'est un espèce de renvoi d'ascenseur avec tout le secteur crypto sur lequel j'ai aussi travaillé qui a massivement financé la réélection de Donald Trump, premier financeur privé de la campagne de Trump. Et donc, le renvoi d'ascenseur de son administration, c'est effectivement de faire sauter un certain nombre de régulations bancaires. On a eu la tête de Gary Gensler, qui était l'un des patrons d'une des agences de régulation, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, donc la SEC. Alors eux, leur rêve ultime, c'est carrément de faire sauter la Fed et le dollar, mais il y a encore du travail quand même, pour instaurer le règne des monnaies privées, dont Bitcoin. Donc, encore une fois, ce technofascisme, c'est vraiment le primat de la forme entreprise, le primat de la privatisation. On va détruire l'État dans sa fonction redistributrice pour aller vers des formes de privatisation avancée des sociétés en considérant, et ça c'est axiomatique, que un État, ça devrait se gérer comme une entreprise. Voilà. Ouais, et ça, il me semble, pardon, je t'interromps, que c'est un peu le cœur idéologique du technofascisme. Mais avant qu'on retourne justement aux origines idéologiques qui datent pas d'hier, en fait, qui a plusieurs décennies d'histoire, j'aimerais qu'on vienne sur cette image que tu as évoquée du
du Doge. Et alors c'est une image qu'on avait préparée en régie, s'il vous plaît. Que tu dois les lutins de la régie. C'est l'image inaugurale en quelque sorte de votre livre, Olivier et toi. C'est l'image d'Elon Musk en dark maga avec son t-shirt noir et sa casquette noire qui est dans le bureau ovale avec Donald Trump qui a l'air un peu au second plan pour une fois, ça n'a pas l'air de le rendre très heureux. Et donc c'est le Doge en personne qui vient. Alors c'est quelqu'un qui n'est ni un fonctionnaire d'État, ni quelqu'un qui a été élu. Non, il n'a aucune légitimité démocratique et il est au premier plan de la mise en scène du pouvoir. Donc vous avez choisi ça pour illustrer le technofascisme en ouverture de votre livre. Tu m'as dit, parce qu'on en parlait avant l'émission, qu'il y a eu d'autres images du même genre depuis, qui ont la même force et qui parlent peut-être encore plus. Tu pensais à quoi ? Effectivement, cette image, Musk a terminé son petit mandat, ou en tout cas son contrat à la tête du Doge, mais moi, ce qui me frappe comme image qui incarne le mieux avec force le technofascisme aujourd'hui, ça va être toutes ces images qu'on voit de l'ICE, la police de l'immigration, qui va utiliser le profilage algorithmique, la vidéosurveillance algorithmique, des logiciels de reconnaissance faciale, qui fait tout un travail a priori de ciblage comme ça avec des outils technologiques pour aller opérer des rafles arbitraires de personnes comme ça et qui instaure cette espèce de primat de la brutalité la plus crue et de l'arbitraire du pouvoir répressif. Et cet arbitraire du pouvoir répressif, il est automatisé avec tous ces outils technologiques, mais il est aussi privatisé, puisque ceux qui équipent l'ICE, c'est en particulier Palantir, l'entreprise de Peter Thiel, qui est un des milliardaires technofascistes dont nous parlons abondamment dans le livre. Mais peut-être, pardon, tu voulais peut-être finir, c'est juste que je trouve ça hyper intéressant, peut-être qu'on pourra y revenir, mais j'avais envie que tu continues sur tout l'aspect raciste, nationaliste qu'on voit dans l'ICE et l'aspect sécuritaire est évidemment hyper symptomatique, et on y reviendra, et on fera d'ailleurs un live aussi dans quelques semaines sur cette question de la surveillance des personnes étrangères. Mais ce que tu disais au début sur le rapport à l'État, peut-être de creuser un tout petit peu là-dessus avant de passer à ce sujet-là, de la destruction de l'État, la privatisation de l'État, parce que là, en fait, votre livre, il est beaucoup sur les États-Unis, qui, du coup, quand on se pose la question de où est-ce qu'on en est dans le processus, on peut peut-être se dire qu'ils sont un peu plus avancés que la France, et essayer de voir, quand même, en France, on est quand même pas mal. On est bien. Sur la destruction de l'État, sur l'automatisation de l'État aussi. Nous, à la Quadrature, on a une campagne qu'on a appelée France Contrôle, qui vise justement à documenter les logiciels de surveillance, de contrôle social, de collecte des données dans les administrations, dans les services publics, pour essayer de repérer telle ou telle personne. Alors, on n'en est pas au niveau de Musk, on n'en est pas au niveau du Doge, mais on voit qu'en fait, il y a cette idée de gérer les administrations comme des entreprises qui datent il y a plusieurs décennies. Du New Public Management, exactement, le New Public Management. Mais en fait, ce technofascisme, il est propulsé par des décennies de brutalisation du capitalisme néolibéral et de politique néolibérale. Je veux dire, c'est évident, quand on parle de processus et de conditions d'émergence, il faut mentionner ces décennies de réformes, de casse sociale, etc. Social. Et en France, qui est assez aussi... de radicalisation du néolibéralisme, qui arrive aujourd'hui à une crise historique, qui fait que c'est que par la brutalisation et le renforcement de sa dimension autoritaire qu'il parviendra à dépasser la crise. Et c'est ce que dit aussi Hugo dans la vidéo sur les alliances de circonstances avec les droites, etc. etc. Et donc, le rapport à l'État, il est... Alors, ce qui est particulier dans le technofascisme, c'est que notre technofascisme, il est quand même très irrigué d'une pensée... pas si bien connue en France, qui est toute cette généalogie libertarienne, dans ses différentes variantes. Mais donc, le libertarianisme... Et qui existe... tu nous diras après, moi, ça m'intéresse de savoir si pour toi, il y a une continuité en France, mais vas-y, pardon. C'est quoi le libertarianisme ? Il y a un continuum, mais on n'a pas cette tradition, elle est historiquement marginale. Mais moi, je travaille aujourd'hui sur comment, précisément, elle est en train d'être importée en France, sans avoir cette espèce de force politique. En fait, historiquement, aux États-Unis, le libertarianisme est une force politique, certes marginale, mais qui a un ancrage, qui a des relais,
Moi, j'en parlais aussi dans mon livre sur la crypto. Enfin, je veux dire, les libertariens sont des alliés politiques historiques. Et que tu des gens de la définirais crypto. comment, simplement, pour par exemple, s'il y a des personnes qui ne savent pas Le trop ce que libertarisme, c'est l'idée qu'il faut le moins d'État possible et qu'il faut assurer des conditions de réalisation du marché et que c'est le marché, par son supposé ordre spontané, qui va mieux organiser les échanges. Donc, c'est cette idée aussi que la forme contrat, passer des contrats entre individus, supposément libres dans tous leurs choix, non déterminés, souverains, est une manière d'orchestrer une société qui est plus efficace. Donc c'est vraiment réduire l'État à sa fonction congrue pour ceux qu'on appelle les minarchistes. Et puis après, on a les encore plus hardline, les anarcho-capitalistes, qui disent plus d'État du tout, que du marché, tout privatiser. Et c'est comme ça qu'on va mieux administrer une société. Donc il y a vraiment ce rapport à... aussi, et du coup, c'est pour ça que ces pensées, finalement, s'accommodent aussi de formes d'autoritarisme. C'est parce qu'elles sont, par essence, vraiment... Il y a vraiment une forme d'hostilité à tout ce qui peut ressembler à une puissance centralisatrice. C'est vraiment... et aux États-Unis, c'est une pensée qui est quand même assez puissante. Donc ça va être des auteurs comme l'émigrée russe Ayn Rand, qui a écrit des livres assez connus dans lesquels elle décrit de façon assez presciente... par exemple, la sécession de chefs d'entreprise qui vont aller tous se foutre sur une île, ça s'appelle la grève. Et en mode, non, mais nous sommes les productifs, nous sommes les agents, en fait, c'est nous, grâce à notre génie et à notre capacité à produire de la valeur et à nous organiser, qui sommes ceux qui tireront la société. Et elle imagine le moment où ces supposées forces productrices ou productives extrêmement puissantes se retirent. Qu'est-ce qu'il adviendrait de la société? Donc c'est vraiment tout un discours comme ça, très élitiste, qui va naturaliser comme ça la hiérarchie. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve trait pour trait chez nos libertariens contemporains. Quand on pense à Musk, à cette idée quasi aristocratique que ces grands patrons de la tech, de par leur réussite économique, incarnent une forme d'élite cognitive. C'est eux les mecs intelligents qui réussissent. Et c'est à ces mecs intelligents qui réussissent parce qu'ils ont fait... au passage, grâce à l'État quand même américain, mais ils ont bien réussi, encore une fois, grâce au dollar de l'État américain. Mais voilà, on devrait leur laisser finalement les rênes de l'administration de la société. Leur légitimité vient de leur réussite économique. Il y a aussi cette chose qui est assez puissante. Et donc la tradition libertarienne, alors, je ne vais pas non plus dire qu'elle est majoritaire aux États-Unis, mais en tout cas, elle est puissante. Et elle a façonné des imaginaires. Elle irrigue vraiment, elle se croise vraiment avec une forme d'imaginaire cybernétique aussi. Et ça, Fred Turner, l'historien de la tech, l'explique très très bien. Cette tradition libertarienne s'est aussi accommodée d'une forme de contre-culture. Parce que des grandes figures de la supposée contre-culture cybernétique américaine étaient en fait des libertariens. Je veux dire, c'était pas des progressistes, les mecs. Stuart Brand, c'était pas un progressiste, en fait. Les mecs de la crypto, les cypherpunks, c'était aussi des supposés anarchistes, mais de droite. C'était pas des gens qui voulaient l'émancipation pour toutes et tous, l'égalité. L'horizon de l'égalité, ils le honnissent. Mais ça, je trouve ça passionnant parce que on a cette image de jusqu'à Perry Barlow et son manifeste du cyberespace et tout ça. C'est des gros droitards, c'est vrai. Mais oui, on a l'image pourtant qu'il faut mettre à jour d'un milieu tech numérique californien, Silicon Valley, progressiste, qui serait une espèce de hippie, mais avec des ordinateurs, etc. Et alors en fait, ce qu'on apprend, enfin ce que j'ai appris, moi pour ma part, en vous lisant, c'est que pas du tout. C'est que il n'y a pas que nous. Félix Tréguer aussi. Oui, on a bien parlé, c'est vrai. Dans son sur l'utopie déchue. Merci beaucoup. Sur le fait que dès le départ, en fait, oui, c'est une idéologie très à droite, très élitiste, où il y a la certitude chez ces gens-là, et c'est flagrant chez des gens comme Musk ou Zuckerberg ou d'autres, que, comme tu disais, que leur excellence financière, elle est née de leur excellence intellectuelle, et que tout ça, ça veut dire que c'est des surhommes, en fait. Oui, exactement. Mais voilà. Et c'est pour ça que je parlais d'idéologie tout à l'heure, en disant qu'en fait, c'est quelque chose de très construit, avec des auteurs, avec des manifestes, parmi lesquels il y a Peter Thiel et d'autres, que tu connais mieux que moi, si tu pouvais nous en parler un peu. Dans la généalogie intellectuelle de tous ces gens, donc je parlais d'Ayn Rand, qui est quand même une figure, Murray Rothbard, grand auteur, les bitcoiners. Grande référence, en tout cas. Référence de toute cette pensée, un mec très très radical, Hayek, toute cette école autrichienne d'économie, Mises, etc. Donc vraiment cette pensée que
ils surinterprètent et ils relisent l'histoire du XXe siècle et la fin de l'URSS, la fin du communisme, comme étant la preuve, par l'exemple, que l'horizon égalitariste, que le communisme est un échec et que, c'est vraiment un trait tiré sur toute forme, sur tout le logiciel qui était quand même le moteur de cette expérience communiste. En dépit de ces dimensions totalement condamnables, et bien sûr qu'il faut le dire. Au demeurant, l'idéal d'une société égalitaire, l'idéal d'une gestion horizontale, etc., tous ces idéaux communistes, c'est très bons idéaux, quoi. Mais eux s'appuient sur ça pour dire, voilà, regardez ce que ça a donné, nous devons maintenant nous passer de toute forme de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin de la centralisation, ça va être forcément condamné. Oui, c'est une vision anthropologique contre une autre. Ouais. Et d'ailleurs, même dans les discussions contemporaines, c'est vraiment, on ramène tout aux communistes, c'est vraiment la peur du rouge, quoi, le Red Scare, quoi. Ouais. Et en miroir de cela, le nouveau paradigme que eux veulent pousser, c'est cette idée que il faut toute forme d'État est forcément spoliatrice, oppressive, totalisante, c'est l'État totalitaire. Donc, on doit plus d'État ou le moins possible, et la forme naturelle qui est présentée comme telle, ce serait la forme entreprise. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une des idées cœur de tout ça. Et ça va s'articuler derrière avec des dimensions qui font renaître tout ce que le XXe siècle a aussi produit de pire en matière de sélection des individus sur la base de leur race, de leur genre. C'est vraiment la volonté de retourner à des hiérarchies pseudo-naturelles. Donc les femmes auront des rôles attribués, les hommes, nos grands hommes, dirigeront le monde. C'est aussi le retour à des formes de sélection génétique, d'eugénisme, et puis aussi une espèce d'obsession raciste qui prend toute sa dimension, là aussi perfusée aux outils technologiques. Et là, il s'en est quand même un exemple assez flagrant. Et on va au passage externaliser la politique carcérale au Salvador, puisque je ne sais pas trop qu'en foutre, donc pourquoi pas aller les mettre chez le dictateur le plus cool du monde. Et vous avez plusieurs chapitres justement où vous explorez les formes les plus extrêmes de cette idéologie libertarienne, techno-fasciste, on peut tout un tas d'adjectifs qui peuvent être appliqués. Et ça va très loin dans l'eugénisme, justement, où vous parlez d'une famille dont j'ai oublié le nom, qui a je ne sais combien d'enfants sélectionnés génétiquement pour leur QI, comme si le QI était un élément génétique, en tout cas. Ils mobilisent des pseudo-sciences et des pseudo-théories. Et tout ça. Et puis, il y a cette forme extrême du rapport entre l'État et l'entreprise privée, où l'entreprise privée devient l'État elle-même. Et là, il y a des tentatives réelles de colonies, parce qu'évidemment, tout ça est lié aussi à un rapport colonial au monde et extractiviste, de colonies qui sont des entreprises de milliardaires, des États de milliardaires entre eux. Il y a l'expérience de Prospera au Honduras, c'est ça ? Oui, mais je vais peut-être faire un détour avant, parce effectivement, on a un chapitre sur toutes les formes de sécession qui illustre un petit peu cette volonté de fragmenter le monde pour le refaçonner en fonction de cette nouvelle idéologie technofasciste très, très imprégnée de libertarianisme radical. Mais si on regarde là encore les États-Unis, aujourd'hui, Elon Musk est en train de bâtir sa propre ville-entreprise au Texas. Starbase. Avec ses propres administrations, elle ne sera pas soumise aux lois fédérales, il y aura des écoles. Alors oui, ce sera pour les employés en premier lieu de ces entreprises, mais cette fragmentation-là endogène qui vient un petit peu creuser comme ça le territoire, créer des régimes d'exception, mais vraiment des régimes d'exception qui prennent la forme de micro-États à l'intérieur de l'État quand même. C'est de ça dont on parle. C'est vraiment cette politique du Capricorne. C'est Grégoire Chamaillot qui a cette expression, et c'est vraiment l'idée qu'on va venir ronger, corroder ces structures de l'État fédéral jusqu'à ce que tout s'affaisse. Là où on ne peut pas faire la révolution, on vient ronger, trouer. Il y a ce mot de micro-perforation du tissu démocratique et jusqu'à le faire disparaître. Oui, absolument. Et c'est Hugues Jalon qui a écrit un livre aussi sur la question du fascisme chez Divergence, qui dit aujourd'hui, une démocratie, ça ne se renverse pas, ça s'évide. Donc c'est vraiment évidé comme ça, creuser, corroder, fragmenter, perforer, jusqu'à ce qu'effectivement les structures soient suffisamment fragiles pour qu'elles tombent d'elles-mêmes. Et donc l'exemple de Starbase, mais il y en a aujourd'hui des dizaines, moi je travaille quand même pas mal sur ce sujet en ce moment, c'est cet exemple de corrosion interne. Et puis après il y a les formes, on va dire, plus performatives et utopistes,
mais qui sont aussi très intéressantes, à la fois fascinantes et comment... elles font très peur aussi, mais voilà, l'exemple de Prospera, c'est cette espèce de colonie libertarienne sise sur une île au large du Honduras, qui a profité du fait que cet espace avait été ouvert à une zone économique spéciale, donc qui a aussi une juridiction économique du régime d'exception, puisque une zone économique spéciale, c'est une zone de libre marché, où il y a très peu de fiscalité, où les entreprises sont extrêmement Donc ça, c'était favorisées. la volonté du Honduras de faire venir des investisseurs, etc. Des zones économiques spéciales, il y en a partout dans le monde. C'est tout un archipel, tout un espèce de réseau. Je me réfère aussi au travail de Queen Slobodian, beaucoup dans cette partie, qui a bien montré comment c'est finalement un network sur network, les zones économiques spéciales. Toutes les zones du monde sont perforées de ces espaces où les règles qui ont cours habituellement ailleurs n'ont pas cours. Et ce sont des zones pro-marché, pro-business. Et donc... Et sise dans cette zone, au sein de cette zone économique spéciale, une colonie libertarienne d'une poignée de gens, mais qui ont trouvé là l'endroit, en s'installant sur des terres qui sont quand même, en annexant une partie de ce territoire, en colonisant une partie de ce territoire, réalisent leurs petits rêves libertariens. Alors c'est vraiment l'idée, n'importe qui peut monter une entreprise. Ils font des expérimentations... notamment en matière médicale et biologique, qui sont totalement interdites ailleurs. Par exemple, Patty Friedman... C'est une vraie zone de non-droit. Ouais. En quelque sorte. Patty Friedman s'est fait implanter sa clé de Tesla dans sa main. Donc c'est pour ça que je dis que c'est performatif, parce qu'en fait, on rigole tous. Enfin, je veux dire, bolos, en vrai. C'est ridicule. Et puis ce qu'il y a de réjouissant, c'est que l'expérience est un échec, en plus. Mais il a le droit. Ah donc oui, en fait, c'est... Voilà. C'est un semi-échec. Ça se finit mal. C'est bien cette expérience-là où ils finissent par être confrontés aux paysans locaux parce qu'ils avaient accaparé l'eau. C'est toujours en cours, mais effectivement, il y a des questions de rapport au territoire, de rapport aux gens qui leur préexistent sur ce territoire et qui sont des citoyens de ce territoire. Donc oui, il y a des questions ils illustrent l'extractivisme d'une colonie technolibertarienne sur au sein de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique centrale. Mais non, mais la chute encore plus dramatique de cette histoire, c'est que la nouvelle présidente a déclaré l'expérimentation inconstitutionnelle, a voulu révoquer le statut de zone économique spéciale. Comme Prospera est avant tout une forme entreprise, il y a des investisseurs derrière, et ces mêmes investisseurs, considérant que leur retour sur investissement n'était pas garanti, et voire même mis en péril par la chef d'État de ce petit pays, ont attaqué l'État du Honduras devant une juridiction spéciale qui s'appelle un tribunal d'arbitrage international. C'est concrètement le tribunal où les entreprises attaquent les États. Et réclament une somme en compensation financière, puisque tout se mesure, tout se quantifie, qui représente le tiers du PIB du Honduras. 10 milliards de dollars. Et ça, c'est en cours ? Et l'arbitrage n'a pas été mené. Okay. C'est encore en litige, quoi. Attends, pardon. Non, c'est juste qu'on a des questions quand même. On est censé être en live. Alors, il y en a qu'on a un peu zappé il y a 20 minutes sur le terme de bourgeoisie et proposer des livres pour aller davantage dans les détails. Mais ça, on pourra peut-être faire à la fin un petit récap. Et là, il y en a une donc, qui va être pour toi, Anastasia. Pour la partie. Donc, du coup, là, c'est une question sur Twitch pour les personnes qui ne sont pas sur Twitch. Mais continuez d'aller sur Peertube. Pour une partie de la tech US, le glissement vers l'extrême droite n'est-il pas récent ? Je pense à la refonte de la communication plus proche de Trump, de Zuckerberg relativement récente, du fait de la promesse de Trump de porter les intérêts de ces groupes. Ou sinon, est-ce que c'est juste un débritage de sa com avec des idées d'extrême droite déjà présentes mais plus discrètes ? Parce que toi, tu as vu est-ce que tu penses que c'était déjà là ? Est-ce que c'est un switch ? Il y avait un déjà là. Et ça, la personne qui en parle très bien, c'est Sylvie Laurent dans son livre La contre-révolution californienne, qui justement tord le cou à cette idée d'un ralliement soudain. Bien sûr qu'il y a de l'opportunisme et une volonté de préserver ses intérêts économiques en se ralliant à la personne qui est supposée les garantir. Au demeurant, il y a une historicité de la porosité avec l'extrême droite dans la tech américaine. Vraiment, mais depuis les années 60, voire même avant. Et il y a plusieurs exemples de cela, mais l'université de Stanford qui fournit précisément à la Silicon Valley ses élites, ceux qui vont devenir des drop-out et fonder des boîtes et devenir une licorne, ou échouer spectaculairement. C'est un peu les deux trajectoires, mais
Eh bien, l'université de Stanford a été fondée par Leland Stanford, qui est un éminent eugéniste qui a promu tout au long de sa vie des idées assez racistes, et qui a d'ailleurs inventé le test de QI. Donc déjà, il y avait cette idée d'ailleurs de la sélection, de la hiérarchie, de la quantification, et aussi de cette idée de voilà, l'élite naturelle, ce sont ceux qui font la démonstration de leur capacité à réussir économiquement. Elle a des racines très très profondes. Et cet eugénisme est l'un des marqueurs d'ailleurs, d'un des marqueurs historiques de la relation assez intime que la tech américaine entretient avec l'extrême droite quand même. Et il y a aussi cette chercheuse qui s'appelle Becca Lewis, qui a été à Stanford, qui a étudié avec Fred Turner, qui parle d'une figure qui s'appelle George Gilder, et qui était, lui, un investisseur dont la newsletter était extrêmement lue dans les années 80-90. Et là, on voit aussi comment cette droite technologique s'est très tôt saisie aussi des canaux médiatiques alternatifs, le blog, la newsletter, un peu comme aujourd'hui des Yarvin, vont écrire des posts de blog qui font l'objet d'exégèses et qui sont un peu comme des manifestes politiques. Mais bon, bref, ce George Gilder était un conservateur hardline favorable à ce que les femmes soient cantonnées à leur fonction reproductrice, et vraiment imprégné d'idées super rétrogrades. Et il y a tout un tas de figures comme ça dans la tech américaine, des figures très influentes qui sont historiquement vraiment liées à, au mieux, la réaction, au pire, vraiment des idées fascisantes. Les figures très contemporaines comme un Zuckerberg, je pense que Zuckerberg, c'est un peu un ectoplasme. Enfin, le mec n'a aucune forme d'armature idéologique ou de cohérence. Donc lui, très clairement, c'est un opportuniste. Mais il endosse aujourd'hui complètement la rhétorique masculiniste, muscu, empire romain. Mais il donne de sa personne quand même. Ouais. Il s'est mis à la muscu. Voilà, mais c'est juste ce type suit le sens du vent. Mais donc moi, je relativise vraiment cette idée de conversion, ou en tout cas de ralliement. En préférant mettre en avant les liens quand même, l'histoire un peu de tout ça. Je peux Vas-y. Je t'en prie. Vas-y, non, mais tu avais une question tout à l'heure. Oui, non, mais c'est en écoutant Anastasia, là, je me dis, mais il y a ce lien avec la tech. On voit bien comment il peut... on voit bien comment il peut y avoir une idéologie élitiste venant de gens qui sont des gros cerveaux et qui réussissent financièrement. Parce qu'on parle quand même de gens, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai pour le Honduras, mais c'est vrai pour d'autres États, de gens dont la fortune dépasse le PIB d'acteurs mondiaux. Ces gens sont des... je comprends qu'ils se fantasment comme État individuel parce qu'ils en ont la capacité financière et politique finalement, avec leurs entrées au bureau ovale et puis effectivement tout le complexe militaro-industriel américain dont ils font partie, quoi. Mais il faut quand même, il me semble, qu'on revienne sur les liens sur la façon dont leur lien avec la tech leur donne une puissance aujourd'hui. Leur tech, elle est dans nos vies quotidiennes. C'est des choses avec lesquelles on vit, dont on subit forcément les conséquences. Et j'ai l'impression que leur suprématie technologique, elle se décline de plein de façons. Ça peut aller du fait que l'extrême droite s'est très vite emparée, comme elle s'était emparée de la télé et du cinéma dans les années 30, elle s'est très vite emparée du web pour diffuser ses discours, ses machins. Il y a le fait que maintenant, ils contrôlent par exemple, Musk contrôle X, donc contrôle des vecteurs de diffusion très importants. Il y a tout le rapport dont tu as parlé déjà un peu avec les bitcoins et la crypto. Il y a tout le rapport avec l'IA. Peter Thiel, qui est un des grands gourous de ce technofascisme, est le fondateur et actionnaire et dirigeant de Palantir, qui est un groupe de technosurveillance. C'est ça. D'analyse de données à des fins de surveillance. Donc il faut qu'on aille gratter tout ça maintenant, non ? Gratter tout ça, c'est-à-dire ? En parler. Ah bah oui, non mais absolument. Juste quelle est la question précisément ? Sur l'aspect tech, quoi, en gros, oui, sur les infrastructures. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé d'idéologie là, jusqu'à présent, il me semble, et de rapport à la gouvernance, au pouvoir, au fantasme de pouvoir. Mais après, il y a les moyens de la mise en œuvre de tout ça. Oui, de toute façon, ça suit un peu le modèle économique de ces entreprises. C'est-à-dire qu'on présente au monde des services sous les auspices de la gratuité, on les rend facilement disponibles. Jusqu'à un certain point, cet outil rend des services effectifs. Puis, on resserre les conditions et on le rend payant.
Et on diffuse la technologie, mais en parallèle, on n'a jamais cessé que les mêmes programmes, les mêmes interfaces, les mêmes infrastructures servent des buts qui ne sont pas du tout grand public. Et je le redis encore une fois, la plupart des grandes entreprises du numérique, si ce n'est toutes, ont aujourd'hui des contrats avec des États qui mènent des guerres. Voilà, donc c'est aujourd'hui une entreprise comme OpenAI a un modèle économique qui est quasi inexistant, essaie de le trouver. Du coup, son relais de croissance, c'est de vendre sa technologie, notamment à l'État d'Israël. Et on peut retrouver dans certains des drones qui génocident des Palestiniens, des technologies, mais aussi pas que d'OpenAI, de Google, de Microsoft, etc. Donc en fait, cet aspect-là, il a toujours quasiment existé, avec aujourd'hui je pense que du côté des grandes entreprises de la tech, un impératif de développement et de survie économique pour certaines, qui font que passer des contrats avec les gouvernements est un impératif économique, mais j'imagine que ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, ce qu'on met peut-être pas assez en avant, c'est le continuum entre des technologies grand public et leur versant militaire. Et leurs usages militaires. C'est un peu le continuum entre un chat GPT que je vais utiliser pour faire je ne sais quoi et le fait qu'encore une fois, on retrouve les technologies d'OpenAI dans des drones et Google, Microsoft qui fournissent des serveurs aussi et qui participent à l'armée israélienne, etc. En fait, ou Oracle, YouTube, qui est une entreprise... Oracle, donc, qui fournit des serveurs, un réseau d'infrastructures, des data centers, et qui donc là aussi mobilise sa puissance de calcul pour proposer au gouvernement d'automatiser la guerre. Et encore une fois, la question de la défense est aujourd'hui un des gros secteurs de développement de la tech. Oui, et au niveau européen aussi, d'ailleurs, où il y a beaucoup de budgets qui se développent, qui se dépensent, où il y a une espèce de priorisation sur la défense, donc il y a les DevTech, etc. C'est vraiment un nouveau truc qu'on voit venir. Et l'IA, ouais. Et... moi, du coup, c'est un peu pour faire le lien, mais on pourra y revenir, mais on l'a déjà abordé. C'est un peu essayer de comprendre tous ces grands phénomènes. Donc, toi, tu as beaucoup étudié aux États-Unis. On disait, bon, il n'y a pas de libertarianisme en France, il n'y a pas de Silicon Valley, mais il y a le capitalisme, il y a le néolibéralisme, il y a cette espèce de détricotage de l'État qu'on voit aussi. Et se demander, vous parlez un peu de ce terrain aussi dans le livre. En gros, quel lien, toi, tu vois? Alors, voilà, il y a quand même des entreprises de la tech. On va peut-être... regardez après ce super extrait d'Emmanuel Macron qu'on a préparé pour montrer quand même, voilà, il y a la même idéologie en fait, il faut laisser les entreprises d'abord, qui s'appelle juste le capitalisme. Mais quel lien tu vois, toi, avec ce qui est propre au capitalisme français, ce qui est propre à l'extrême droite française aussi, dans ces phénomènes-là et dans ce sur quoi tu travailles? Ouais, alors il n'y a pas de transposition trait pour trait qui puisse advenir. Ouais. C'est ce qu'on non, mais je le répète, et aussi pour une raison qui est assez simple, c'est le mode de financement de la vie politique, qui est très contraint en France, et c'est une bonne chose. Là où aux États-Unis, beaucoup d'argent achète le pouvoir, permet d'acheter le pouvoir. C'est pour ça que la question du financement, et c'est pour ça que tous les grands noms de la tech, et notamment de la crypto, ont tous mis de très gros billets pendant la campagne de 2024. Ils ont littéralement acheté le pouvoir, acheté l'accès au pouvoir. En retour, Trump a énormément mis en scène et lui-même fait du business sur cette question de l'accès. Mais bon, bref. Ce déterminant du financement de la politique américaine n'existe pas fort heureusement en France. Donc cet effet de contagion où finalement des puissances d'argent privé viendraient avoir un accès direct au pouvoir est plus limité. Au demeurant, on sait tous qu'il y a tout de même un canal qui est assez direct. Que ce soit par toutes ces dynamiques de pantouflage, tous ces allers-retours entre privé et public, etc. etc. Mais moi, là où je vois quand même une forme de courroie de transmission, c'est plus sur comment cette idéologie se diffuse finalement de façon quand même assez directe. Cette idée, par exemple, qu'un État... on entend beaucoup aujourd'hui tous ces discours hyper catastrophistes sur la dette. Alors, je ne dis pas qu'il faut négliger la dette, mais c'est presque comme si on comparait l'État français à une entreprise en redressement judiciaire dont il faudrait restructurer le patrimoine brutalement en se séparant de certains de ses actifs. Il y a vraiment ce logiciel entrepreneurial qui est appliqué à la chose publique, à la vie publique. Et ça, c'est très présent, alors notamment chez les politiciens de droite, mais voilà, cette idée que l'État est partout et en tout lieu une force spoliatrice, totalitaire,
est en train de monter en puissance. Et moi, je regarde beaucoup ce qui se passe chez les entrepreneurs de la crypto, qui sont cette espèce de... Je ne sais pas comment les qualifier, mais de sous-culture en eux-mêmes. En France aussi, ouais. Ouais, Ou et partout, qui recrachent les éléments de langage, ils prennent même pas la peine de traduire. Alors eux, ils disent socialiste. C'est socialiste. Non, mais les mecs veulent dire communiste, mais ils disent socialiste parce qu'en fait, socialiste. C'est pas la même chose, mais bon, voilà. Et donc, ils reprennent tous les éléments de langage. Ils parlent de la courbe, la bell curve, donc une courbe de Gauss comme ça pour quantifier l'intelligence. Donc, ils reprennent tous ces éléments eugénistes dont on parlait du technofascisme. Ils disent que la France est un socialistan. Quote, hein. Genre, je te crois. voilà, que l'imposition c'est du vol. Enfin, il y a vraiment tous ces éléments de langage qui circulent et qui sont très très diffusés sur des canaux internet, YouTube et compagnie, qui contribuent, je pense, à ma théorie, c'est que ça ouvre un marché pour des idées politiques qui sont historiquement pas très existantes chez nous. Donc il y a vraiment une courroie de transmission par la crypto, par ces gens un peu radicaux de la tech. Je vois pas encore la French Tech en full radicalisation, mais des figures comme des investisseurs, des venture capitalistes, ça a été aussi documenté, comment certains grands financiers ont des accointances très très poussées avec l'extrême droite. Sterrin est un exemple, mais Sterrin c'est une extrême droite plus traditionnelle. C'est pas l'extrême droite libertarienne transhumaniste comme l'incarne un Peter Thiel. C'est une extrême droite, catholique, conservatrice, qui veut revenir à un ordre antérieur. Plus fasciste que technofasciste, quoi. Ou fascisme à la française, quoi. Non, mais en vrai, l'extrême droite, les extrêmes droites sont pas les mêmes partout et c'est pas les mêmes histoires. Et clairement, la France, on a notre propre histoire du fascisme. Ouais. Et pour moi, il est quand même coche pas mal de cases, quoi. Donc Sterrin, l'observateur des multinationales avec lequel je collabore, s'est posé la question, est-ce que Sterrin est le Peter Thiel français ? Il y a des points de concordance dans cette volonté de mettre son capital au service d'une quête de nature idéologique qui dépasse simplement la volonté de se bâtir un empire et de le maintenir. Il y a aussi le côté, voilà, je vais placer stratégiquement des pions avec un plan quinquennal quasiment pour faire advenir quelque chose. Qu'on voit l'idéologie, là, où il y a quand même un truc... C'est son plan Périclès, c'est ça ? Voilà, c'est le projet Périclès pour mettre l'extrême droite, pour mettre au pouvoir l'extrême droite en 2027, avec cette volonté, voilà, d'aller... un peu mapper, cartographier les investissements et essayer de créer une vraie toile. En revanche, Sterrin n'a pas ce côté justement utopiste, transhumaniste, cette volonté de transcender la limite, de l'abolir. Lui, il est très... non, mais en fait, les limites, elles existent, et puis on va revenir à la famille nucléaire, et puis papa-maman. Et ça, c'est Hugo Paletta qui le dit un peu dans son livre, effectivement, dans les différentes formes de fascisme. Il y a aussi, aujourd'hui, en tout cas, quand il faisait les comparaisons avec le fascisme historique, en fait, c'est beaucoup... Revenons à une espèce d'idéalisation de avant, et que le fascisme tend vers ça, mais en même temps, aux États-Unis, Make America Great Again, c'est aussi un retour tout à fait. Vers ce que ça fait partie des invariants du fascisme. Des historiens comme Zeb Sternel considèrent que la volonté de revenir à un ordre antérieur qu'on va vraiment fantasmer comme étant un Éden, un âge idéal, c'est typiquement le slogan Make America Great Again, mais qui va être aussi couplé avec une volonté aussi de purification du corps social. C'est-à-dire que, et dans le contexte français, ça va être l'obsession migratoire. Ça va être voilà, l'idée qu'il y a des citoyens de souche et une altérité comme ça grouillante qui vient nous grand remplacer, quoi. Et la question de l'ennemi intérieur et de fabriquer... c'est quelque chose qui est assez propre au fascisme de manière générale, et effectivement qui, aujourd'hui, en 2025, ça va être cette question-là de l'étranger, du musulman, etc., et dont on va parler dans le prochain live aussi. Mais ça qui est pour le coup de la même manière aux États-Unis. Je veux dire, exactement. La désignation des ennemis dans la bouche de Trump, c'est autant la gauche radicale, les écologistes, que toute forme de personnes qui seraient perçues comme immigrées. Et avec des catégories de perception de l'immigration qui ne collent pas forcément à la réalité du statut de ces personnes. Donc c'est vraiment... un surinvestissement aussi de cette obsession pour la purification ethno-raciale, quoi. La pureté, la supposée pureté ethno-raciale. Et ça fait vraiment partie des invariants du fascisme.
Tu veux dire un truc? On regarde Macron. Mais nous, on a les mêmes en Non, France. regardons Ouais. Macron. On a les mêmes en France. Enfin, je veux dire. Ouais, est-ce que petit lutin de la régie, on peut désolé, on va arrêter cette expression, promis. On peut regarder juste la vidéo de Macron. Juste sur la bourgeoisie, mais Oui, vas-y, est-ce qu'il y a Marx des dit que les questions bourgeois, c'est ceux qui possèdent les moyens de production. Donc c'est les C'est tout patrons, simple, ouais. Oui, il y avait des questions dans le chat sur c'est quoi. c'est la les bourgeoisie. patrons qui t'emploient pour extraire C'est la pas le fait plus-value. d'avoir une piscine. C'est le fait Et de du coup, détenir les regardons. moyens de Ouais, production. et du coup, là, l'idée, c'est juste de regarder. Donc, oui, peut-être contexte. C'est Macron, il y a un mois, en fait, c'est bon. C'est des trucs qu'on entend souvent, mais c'est pour justement réagir par rapport à ce qu'on vient de dire. Macron, il y a un mois, devant la BPI, donc Banque publique d'investissement. Donc, c'est-à-dire un organisme d'État qui finance des entreprises et des startups. Voilà. C'est 1 minute de Macron, du bonheur. Waouh. Et donc, dans la lignée de ce qu'on a fait il y a quelques mois avec notre sommet pour l'intelligence artificielle, on veut une France qui redouble d'efforts. On veut du coup des investisseurs qui font confiance à cet écosystème, une politique stable, une diffusion de l'IA dans l'administration et dans nos entreprises, et un vrai marché unique européen du numérique et de l'IA. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en franco-allemand, parce que c'est la clé pour pouvoir accélérer en la matière. La deuxième chose, on a besoin d'une plus grande compétitivité de nos entreprises. C'est vrai pour vous, pour toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs. Alors l'IA, évidemment, y participe. C'est le cœur du plan Oser l'IA, lancé en juillet dernier, pour que 100% de nos grands groupes adoptent l'IA, mais aussi nos ETI, nos PME, nos startups, etc. Mais au-delà de ça, on a besoin d'un très grand plan de simplification européen. Un 28e régime pour que toutes les entreprises innovantes puissent opter pour celui-ci, qui permette d'accéder à tout le marché européen. Et puis c'est tout ce qu'on porte avec l'Allemagne pour que vraiment nos entrepreneurs et nos entrepreneuses puissent avoir une vie beaucoup plus simple en Europe. Aujourd'hui, on a trop de règles, on a mis trop de complexité dans un monde qui, lui, accélère et simplifie. C'est bon? Ouais. Oui, voilà. Donc, dedans, il y a les mots-clés IA et il y a les mots-clés surtout simplification. Et oui. Et peut-être pour donner un peu de contexte, c'est le grand mot avec voilà, ce qu'on voit au niveau européen et français, il y a beaucoup d'argent pour la défense et beaucoup de simplification. C'est un peu les deux grands thèmes. Donc, il y a eu un projet de loi simplification en France où nous, on a un peu travaillé sur la question des data centers parce que le but, bon, c'était assez précis, mais c'était de déréguler les normes environnementales pour pouvoir construire plus de data centers. Et il y a surtout au niveau européen beaucoup de textes qui arrivent, en tout cas de processus de simplification, notamment pour détricoter l'existant. Nous, pareil, dans nos sujets, il y a le fait de vouloir détricoter toutes les règles de protection des données personnelles. Voilà, donc c'est le grand mot simplification, dérégulation. Et donc c'est pour revenir avec ce qu'on disait au début, et on parlait des États-Unis. Mais là, voilà, quand tu vois ça, quel lien tu fais? Alors oui, c'est pas les libertariens, et on n'est peut-être pas au stade ultime, mais quand on parlait de fascisation et de préparer le terrain, voilà, qu'est-ce que ça te... Bah, Comment ça t'as te dit fait le mot-clé. Quand on dit simplification, il faut quand même entendre dérégulation, plus prosaïquement, c'est-à-dire réduire la question de la norme à sa fonction coercitive, et du coup, on induit l'idée que toute forme de norme est forcément oppressive, totalitaire. Et ça, c'est clairement un trope de l'extrême droite. Et de la droite, une partie de la droite aussi dite républicaine. Et c'est une obsession aussi, c'est une obsession des technofascistes américains. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois l'action du Doge, au nom d'une forme de besoin de purger la supposée bureaucratie américaine. On va tout bonnement mettre à bas certaines administrations. Donc, quand on entend simplification, trop de normes, bureaucratie, ce sont des termes qui sont chargés idéologiquement. Parce que souvent, ce qu'on va dire derrière, c'est effectivement supprimer des réglementations et déréguler certains secteurs plutôt que d'autres. Et le grand mouvement qu'on voit, tu l'as dit aussi, c'est aujourd'hui, dans ce climat de régression absolue sur le plan écologique, ça va être de faire sauter une partie des lois qui avaient été votées, qui encadraient et qui proposaient une forme de début d'amorce de transition écologique, au nom de la complexité que ça introduirait. Et puis alors les populistes vont embrayer sur non mais c'est hyper discriminant pour ces pauvres nanana qui sont obligés de prendre la voiture. Enfin, c'est tout le discours des gueux
de Alexandre Jardin. Ce type, c'est un turbo-bourgeois. Il fait genre, il prend son truc et il va défendre les pauvres. Non, mais lol, en fait. Non, mais c'est incroyable, ce mec. Bref. Et aujourd'hui, donc tout ça, la supposée bureaucratie, la simplification, c'est effectivement le bras armé d'un capitalisme néolibéral radicalisé et autoritaire. Et c'est aussi le symptôme d'un backlash écologique majeur. À tel point que dans toutes les déclinaisons autour de fascisme, on parle aujourd'hui de carbofascisme. C'est Trump qui va réinvestir massivement dans les énergies fossiles. Drill baby drill, c'est le Texas à fond la caisse sur toutes les formes d'exploitation du pétrole, du gaz naturel, du fracking, tout. C'est le boom de l'IA qui, au nom de cette supposée technologie pseudo-révolutionnaire, va justement autoriser qu'on s'assoie sur les embryons de réglementation écologique aux États-Unis, mais comme ici en Europe, pour mettre plus de data centers, pour pomper plus d'électricité. En fait, on court en arrière, là. On marche même plus en arrière. Tu veux, Ambry, ou non, ou sinon, parce que je vois que le temps presse, mais peut-être avant d'aller sur un peu la fin, en tout cas la dernière partie, ce sur quoi je t'ai coupé tout à l'heure, donc je suis désolée, et qui est donc dans les grands traits du fascisme et du technofascisme. On a parlé du rapport à l'État, du capitalisme, du néolibéralisme, de la dérégulation, du racisme. Il y a la question de l'autoritarisme aussi, donc et qui en fait est pareil, n'est pas apparu. En fait, toutes ces choses dont on parle, c'est pas nouveau, je sais que c'est un stade peut-être plus important et plus extrême, parce que le capitalisme est en crise, etc. Et qu'en fait, l'autoritarisme... Enfin, toi, ce que tu as étudié aux États-Unis, et donc après, on peut voir si on arrive à tirer le fil en France, mais du coup, c'est quoi ces formes? Et pourquoi, en fait, est-ce que c'est l'expression d'un État, en fait, un peu... qui n'a plus d'autre choix tellement il est dans cette crise où je ne sais pas, qui n'a plus d'autre choix que d'être autoritaire et d'avoir ce niveau-là de répression. Enfin voilà. Quelle forme, toi, tu as vu de cet autoritarisme propre au fascisme et comment tu l'analyses dans ce technofascisme aujourd'hui et pas dans le fascisme historique on vend, pour répondre aux crises multiples et à leurs multiples expressions, l'idée qu'il faudrait un retour à une forme, là encore, de verticalité, voire même un bon dictateur, un bon homme fort, serait l'une des solutions les plus évidentes. Donc ça peut prendre diverses formes, mais je pense que Trump est l'un des visages de ça. C'est pour ça aussi qu'il est si populaire. Et il y avait ce récent sondage assez effrayant qui avait été publié par La Croix il y a quelques semaines sur l'idée que, je ne sais plus quel est le pourcentage exact, mais c'est quand même un pourcentage très important de la jeunesse française qui exprime un besoin de retour à l'autorité. Et ça, alors moi je suis pas historienne, donc je vais pas me lancer dans des comparaisons hasardeuses, mais il me semble que c'est aussi un des symptômes de... Alors c'est à la fois l'expression de ce processus de fascisation et de son actualité, mais aussi c'est un symptôme qui, je pense, a des... Il y a des comparaisons historiques à faire aussi, hein, ce retour à ce besoin du grand homme qui viendrait purger comme ça, de façon un peu thaumaturgique, les maux de la société... parce qu'il incarnerait justement la verticalité du pouvoir. Et si on fait le lien avec nos technofascistes, un Curtis Yarvin, éminence grise d'un certain nombre de grands noms de la tech, et notamment aussi de Trump, qui parle de monarque CEO. Pour lui, en fait, déjà, lui considère que la forme démocratie libérale est complètement en stade avancé de cancer et métastasé, donc il faut s'en débarrasser. Et il préconise qu'on en revienne à des formes de monarchie privée. Monarque, CEO, donc c'est à la fois le chef d'entreprise et le roi. Et c'est pour lui la forme la plus légitime aujourd'hui qui permettrait d'amorcer le processus, enfin de sortir des espèces de crises ontologiques, quoi. C'est ça qu'il préconise. Et ces idées-là, qui peuvent paraître complètement délirantes, se diffusent et trouvent des espèces de métastases aussi un petit peu. Et elle voyage avec tout ce corpus que je décrivais, libertarien, hostile à l'État, ces comparaisons hâtives, cette idée que l'État est toujours totalitaire, etc. Ces idées-là, cette radicalité-là, elle se légitime aussi par tous ces discours et les nouveaux canaux à travers lesquels ils passent. Et je pense que YouTube, enfin tous ces médias dits alternatifs sont des espèces de laboratoires à fascisation des esprits et à légitimation comme ça du retour aux grands hommes forts assez flagrant, quoi. Et ça prend, c'est à la fois sur le versant sociétal, où ça va être toute la diffusion des logiciels masculinistes,
Ça va être sur le versant économique avec toute cette idée, mais en fait, il ne nous faut pas un chef d'État démocratiquement élu, mais un chef d'entreprise, qu'on voit beaucoup chez les mecs de la crypto. Enfin, c'est un ensemble comme ça d'éléments qui font système et qui contribuent effectivement à préparer le terrain, comme dit Hugo. Mais là, le terrain, il est plus que prêt. Là, on voit que ça germe bien, quoi. Et ce qui paraît fou dans cette histoire, c'est que tu as ces idéologues pour qui l'État est un totalitarisme en soi, mais qui détiennent dans leurs mains des outils technologiques d'un hyper-totalitarisme. Enfin, je veux dire, Palantir ferait pas lire d'envie un nazi des années 1940. Enfin, ils ont un pouvoir de nuisance et de contrôle de la population qui est hallucinant. Absolument. Mais enfin... Oui. Non, mais il y a d'une part Palantir qui équipe l'ICE, encore une fois, dont le directeur veut faire un Amazon Prime des migrants, mais aussi Palantir qui veut avoir suffisamment de données sur chaque Américain pour avoir un fichier comme ça global. Enfin, je veux dire, c'est de la dystopie plus qu'orwellienne. Enfin, je veux dire, c'est la science-fiction qui devient réalité. Et ça, c'est aussi quelque chose, moi, qui me frappe, qui me sidère aussi un peu, mais c'est que... aujourd'hui, ces espèces la fabrique de l'utopie, qui a été quand même historiquement une force à gauche, quoi, je pense, en tout cas à partir du 19e siècle ou même avant, a été totalement capturée par nos adversaires, à savoir les technolibertariens, les technofascistes, qui sont en train qui sont picousés à la science-fiction dystopique et qui sont en train de véritablement faire advenir quand même ces utopies. Mais c'est comme si on avait vu les mêmes films, mais qu'ils avaient choisi de devenir les méchants. Enfin, c'est mais incroyable. ils adorent. Enfin, je veux dire, Elon Musk et son Dark Gothic Maga, c'est du porn de villain porn, quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Et il s'inspire aussi beaucoup de façonner les affects. Ça passe aussi par ça, quoi. Et ça, c'est vraiment la théorie, les grands théoriciens de ça sont français, en l'espèce, c'est Alain de Benoît et Le Graesse, dans les années 70, la nouvelle droite, comment on va influencer justement les dispositions envers ces drifts fascisants. Et ça passe par tout un tas de codes, et l'alt-right américaine a un peu posé des jalons avec ce grand succès. Et aujourd'hui, il y a une partie de ces mondes en ligne, et notamment ceux de la crypto que je regarde de près, qui s'inspirent de cette stratégie, quoi. Et il prédispose aussi, je pense, de très jeunes hommes. Et il surfe aussi sur l'échec de certaines promesses républicaines, sur la radicalisation du néolibéralisme qui produit l'inégalité, qui ne donne pas les mêmes perspectives aux jeunes d'aujourd'hui qu'à leurs parents ou grands-parents. On conscientise de façon évidente que nous, on est un peu niqués, quoi. Enfin, quand même, à plein d'endroits. Et ceux qui viennent après nous, c'est pire, je crois. Donc, ça surfe sur ces trucs-là, et ça façonne, je pense, un habitus qui va bien se conformer avec la fascisation. Super. Peut-être j'ai juste le commentaire, et après on peut voir pour la dernière partie. Du coup, c'était, je pense, par rapport au sondage que tu disais, dont tu parlais, en question, était-il réalisé avec des méthodes statistiques fiables? Ce ne serait pas la première fois que des sondages sont catastrophistes avec des méthodes peu représentatives de l'opinion réelle. Bien que la tendance elle-même reste inquiétante, nous sommes d'accord. Oui, mais alors, le sondage en question avait été relayé par La Croix. J'avoue, je ne peux pas faire un commentaire sur la méthode, il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que les sondages, nous, je vois, sur toutes les questions de surveillance et de sécurité, souvent c'est assez orienté, etc. Mais c'est vrai que il faut regarder comment les questions sont posées et tout, mais il y a une tendance. Des sondages en général. Ouais. Est-ce que tu veux introduire la dernière partie? Oui, alors la dernière partie, c'était les raisons d'espérer. Voilà, la résistance. Alors, tu parlais de ICE, les services de rafle, en fait. Oui, de rafle, d'automatisation de la rafle. Ouais. Il y a eu, je crois, tout un tas de résistances inventives et créatives qui utilisaient la tech justement pour localiser, mapper les patrouilles de ICE et tout ça. Tu as des anecdotes là-dessus? Moi, j'ai surtout vu des résistances populaires face à l'ICE. Pas tant, j'ai pas trop suivi la partie tech du truc. Je suis assez convaincue quand même que la révolution devrait apprendre à se passer des techs hégémoniques. Sinon, on va finir dans on va avoir des problèmes, quoi. CF, les révolutions arabes. Mais en revanche, ce qu'on a vu, c'est juste des voisins qui se sont mobilisés pour éviter que leurs voisins soient raflés. Oui. Quand même des réminiscences du pire du XXe siècle, quand il y a des voisins qui s'organisent pour planquer des gens, quand même. Enfin, bon, voilà.
des gens d'un quartier qui vont courir après les nervis cagoulés de l'AS pour les faire fuir. Il y a eu des vidéos comme ça de fail, mais il y a aussi eu des vidéos de résistance, de manifestations où les gens sont déguisés comme ça pour que espèce de... Ça vient finalement couper l'herbe sous le pied de cette représentation de la gauche antifa comme étant très dangereuse et terroriste, comme voudrait nous faire croire une partie des dirigeants d'extrême droite. Donc, des formes créatives de résistance. Et j'ai quand même assez espoir là-dedans. En fait, je pense que ce qui se passe est tellement spectaculaire et tellement atroce que ça ne peut que susciter ce genre de réaction. Enfin, j'y compte. Je pense que si on voyait ça dans nos rues, on s'organiserait aussi pour tenter de, au mieux mettre des bâtons dans les roues, mais aussi potentiellement mettre un terme à tout ça. Donc, il y a autant de raisons d'être totalement atterré et dépressif que je pense quand même de fermement d'espoir. Et puis, il faut quand même se raccrocher à tout ça. Et voilà. Que dire Que faire n'est-ce pas? Nous, on avait essayé de lister un peu. On avait les listé trucs quand qu'on même. voyait, donc les moyens. Alors après, dans notre la résistance des institutions, par exemple. Oui. Alors, voilà, on imagine dans nous ce qu'on connaît. Donc, il y a ça, et même à notre niveau plus micro, on voit quand il y a de la répression, il y a des collectifs anti-rep dans plein de villes. Il y a pareil sur les questions tech, on voit autour de nous des gens qui font de l'autodéfense numérique pour essayer de comprendre comment se protéger de la surveillance. Tu disais, effectivement, si on dépend des techs hégémoniques, on est mal parti. Essayer de réfléchir à des techs pas hégémoniques. Donc là, je pense à nos amis des hackerspace, etc. Donc voilà, on essayait d'imaginer un peu ce qui était faisable. Mais voilà, et c'est vrai que sur les institutions, entre les États-Unis et l'Europe, je sais pas ce qui... Comme on l'a fait pendant toute l'émission, il y a beaucoup de choses qui sont difficilement transposables. Donc pareil, est-ce que ça pourrait aller aussi vite en France ou en Europe? Aux États-Unis, il y avait quand même une politique, alors c'est pas la panacée, mais antitrust assez affirmative, portée par Lina Khan, qui entendait utiliser les recours législatifs, légaux. Alors ça revient à légitimer un certain nombre de dispositifs, notamment l'idée que la concurrence doit être pure et parfaite, puisque la fonction de l'antitrust, c'est de préserver la concurrence. N'est-ce pas? Mais ça avait le mérite de essayer de cadrer un peu l'espèce d'obésité monopolistique de certaines grosses boîtes, notamment des grosses boîtes tech. Je sais pas où elle en est, Lina Khan, mais je crois qu'elle est pas au max. Oui. En Europe, on est vraiment... Je crois que l'IAC, c'est une grosse blague, tu dois mieux connaître que moi. Mais... surtout là, dans les trucs de simplification qui ont été annoncés par l'Union européenne bien vénère, il y a le fait de encore plus reporter de 1 an et demi parce que les entreprises de la tech veulent se préparer. Mais effectivement, l'IAC, nous, on n'a pas énormément travaillé dessus. C'est un truc de régulation économique qui va pas changer la face de la Terre. Donc oui, difficile de savoir ce qui, concrètement. En tout cas, c'est pas ce texte-là qui va nous sur les aspects sécuritaires propres, donc de reconnaissance faciale, etc., de vidéosurveillance algorithmique. Ça a été, et d'ailleurs c'est Disclose qui l'a montré, ça a été bien vidé de sa substance par la France. Ouais. Donc il y a quand même la France qui fait un énorme lobby au niveau de l'Union européenne pour que ce texte ne soit pas protecteur des libertés fondamentales. Après, sur la question économique et du secteur de l'IA, ça a l'air d'être un peu une usine à gaz, donc les gens attendent de voir ce que ça donne sur la régulation. Non, mais je pense qu'il y a certains axes intéressants à creuser sur la question de comment des formes historiques du mouvement social, comme par exemple les syndicats, se saisissent de la question technologique. Et il me semble avoir vu passer... c'est Félix qui a fait là-dessus. Il y a un article il y a un article du Diploid il y a quelques mois sur... en fait, plutôt comment les syndicats se sont saisis, ont affronté l'informatisation des années 70 pour comparer avec aujourd'hui. Mais vas-y, je te laisse... Non, je ne suis pas du tout experte, mais il me semble avoir vu quand même passer... un travail collectif qui incluait la CGT sur la réflexion sur l'IA. Donc ça, c'est vraiment des sujets, je pense, effectivement, à... déjà, il faut clarifier les positions, parce que c'est un peu le zbeul, quand même, je crois. Il faut aussi que, me semble-t-il, la gauche se désenvoûte de son esprit utopiste historique lié à l'idée que les technologies pourraient être émancipatrices, et notamment émancipatrices du travail, tel que ça a pu être... mis en avant, notamment par une certaine tradition marxiste. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les technologies technocapitalistes en voie de fascisation accélérée soient les vecteurs d'une possible émancipation. Et
Après, moi, j'ai lu, alors là, franchement, je commence à être fatiguée, mais j'ai lu récemment un livre que je pensais être... avec lequel je pensais avoir beaucoup plus de points de divergence et qui je trouvais assez inspirant. C'était le bouquin de Schrenek et Williams sur le post-capitalisme. Mais bon, après, ils ont dit des trucs un peu chelous sur les techs, mais je trouvais qu'il y avait une vraie ambition de proposer un truc, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un chantier stratégique à ouvrir à gauche sur comment on réinvestit des propositions pour le futur qui ne soient pas traversées par un doom intégral. Donc, gros chantier. Gros chantier. Qui ne soient pas ontologiquement dépressives ou horribles. Bon, ils ont tenté. Il y a des critiques, mais ils ont tenté et je trouve que c'était une belle tentative. Enfin, je pensais être plus en désaccord que je ne l'ai été en réalité. Peut-être juste après. Putain, le livre, je sais plus le sur les titre. livres, les gens qui demandaient. Après, Est-ce qu'on le fait maintenant quelques conseils de lecture. Donc évidemment, Apocalypse Nerds. Évidemment. Mais sur le fascisme, du coup, Hugo Paletta, oui, plein de parce que titres. on l'a mis en cale micro, mais voilà. Comment le fascisme gagne c'est sur la fascisation en France plutôt. On a lu d'autres trucs. Après il y a sur toutes les questions mais on pourra en revenir dans les autres. Sylvie Laurent. La contre-révolution californienne, très intéressant pour remettre en perspective l'idée d'une radicalisation ou d'une conversion récente de la tech au fascisme. Le livre de Juan Sébastien Carbonell sur l'IA, un terrorisme augmenté. Oui, je vois la couverture, on m'a dit que c'était bien. Qui met au centre la question du travail et qui dit qu'en gros, il ne pourra pas y avoir d'IA socialiste en l'état. Il y a les prophètes de l'IA aussi, de Thibaut Prévost, que je n'ai pas lu, mais on m'a dit du bien. Non, grave, il est trop bien. Il est très très bien. Il est super. Donc voilà, c'est plus sur l'IA. Et voilà, si vous avez d'autres idées dans le chat. Et non, sur le néolibéralisme déliquescent et la façon dont il a maltraité les structures démocratiques, il y a évidemment Chamallow. Oui, avec la société ingouvernable. Ils sont déprimants. Un burger. Ouais, mais un burger. Ou alors les travaux de Palombarini, et j'ai oublié son co-auteur. Ah oui. Sur le néolibéralisme aussi, qui sont très bien. Et non, mais moi j'ai bien aimé, je sais plus comment, il y a Post-Travail dans le titre, de Nick Schrenek et Alex Williams. En anglais, en gros, ils ont vraiment essayé de se ressaisir de la tradition utopiste à gauche. Franchement, on peut avoir énormément de critiques à leur adresser, mais nice try. Okay. Et à lire, il y a des trucs bien, vraiment. Moi, ça m'a plutôt mise bien, cette lecture. Contrairement à de nombreuses autres. Peut-être on mettra tout ça en commentaire du live. Comment ça fonctionne? Parce que c'est allé un peu vite. Oui, dans le replay. On écrira tout ça quelque part. Mais non, et surtout dans les trucs de résistance, parce que il y a quand même l'idée de essayer d'expliquer ce que nous on essaye de faire face à tout ça, la quadrature du net. Ah oui. Bah oui, on est parce que tous ces thèmes dont on a parlé, en fait, et c'est pas pour rien qu'on a choisi ce thème-là de campagne de dons, c'est ça traversait énormément de campagnes et de travail sur lesquels sur lesquels on est. Donc j'en parlais tout à l'heure, la question de l'automatisation des administrations. Notre campagne France Contrôle. La CAF, France Travail. L'assurance maladie, etc. C'est quelque chose qu'on a essayé qu'on documente depuis quelques années. Et le livre d'Hubert Guillot. Et le livre d'Hubert Guillot. Dans les algorithmes, c'est sa newsletter. Non, c'est comment il s'appelle son livre déjà? Je sais plus. Ouais. À la fabrique. Hubert Guillot. Voilà. Et c'est vendredi soir. Et c'est vrai que ce phénomène-là, on travaille depuis quelques années, mais en fait, les algorithmes à la CAF, pour noter les allocataires, ça date du début des années 2010. C'était l'institution pionnière. Mais voilà, en fait, à nouveau, c'est pas récent, c'est un processus long, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec cette vision néolibérale de vouloir voir les administrations vraiment de manière hyper gestionnaire et les allocataires comme des numéros. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. La question de l'automatisation de la répression, travaille dessus. Les algorithmes contre la société. Ah, merci Nathalie. Les algorithmes contre la société. Ah, voilà. Merci, oui. Merci le chat, Bastien. Et voilà, il y a donc cette question de la technopolis. On parlait des data centers et de la dérégulation sur les data centers. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler avec Super Collectif Marseillais, le nuage était sous nos pieds, qui bosse là-dessus. Il y a pas mal de... Et ça aussi, dans ce qu'on voit, de plus en plus de lutte locale, justement, sur la question des data centers, notamment en région parisienne, où il y en a beaucoup, de gens qui commencent à s'organiser. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait plein de trucs. Et voilà. Et donc,
Parce que quand même, j'ai totalement oublié de le dire au début, on est en campagne de dons. Donc n'hésitez pas à nous donner de l'argent, voilà, et à dire aux gens autour de vous s'ils veulent faire un don, etc. Et on va le répéter. L'an dernier, en 2025, là, il y a eu 1500 donateurs. Individuel. Ouais. C'est bien. Et non, mais je veux dire, c'est facile de faire la différence, d'être 1, 10, 20, 100 de plus. Ça fera une grosse différence pour nous. Et voilà. Donc, il n'y a pas de petits dons qui ne comptent pas. Oui, exactement. Tous les dons comptent. Et donc, évidemment, il n'y a pas que nous qui faisons cette résistance, mais c'est vrai que c'était à noter. Voilà. Et évidemment, on travaille avec plein d'autres gens. Est-ce qu'on veut dire d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres trucs qui te viennent en tête dont on n'aurait pas parlé ou... Même si là, on essayait de... Sans en parler que nous, de parler de lueur d'espoir, mais en tout cas d'action et de faire. Non, mais vraiment, ce qui se passe à Marseille, c'est assez cool. Hein. Sur les data centers, ouais, c'est... La question matérielle, la question de l'infrastructure, elle est clé. Et effectivement, je pense qu'une partie de la résistance se joue dans comment on résiste, voire même on fait reculer l'avancée de ces infrastructures numériques qui nous sont très largement imposées. Et là, il y a des leviers locaux, municipaux, politiques. Questionner les élus, remettre en cause cette espèce d'idée que ce serait inévitable, c'est le sens du progrès, nanana. Oui, l'innovation. Voilà, des data centers, c'est quand même de l'extractivisme, de la pollution sonore, de l'électricité, etc. Aujourd'hui, quand même, ce qui est terrifiant dans le monde, c'est le retour au nucléaire puissance 12 000. On va même inventer des mini-réacteurs portables tellement l'IA pompe d'électricité. Donc tous ces enjeux-là, il y a des leviers, j'ai envie de dire, électoraux à jouer. Et puis après, une question plus d'une lutte autonome, sabotée. Voilà, sabotée. On s'expose à un peu de répression, donc voilà, mais un peu beaucoup même. C'est ça qui est évidemment très alarmant. Pas mal, quand même. Non, mais enfin, je veux dire, il faut attaquer ces infrastructures sur lesquelles on travaille. Mais oui, non, c'est pour ces choses qu'on documente, et notamment de l'intensification de la répression contre les voix contestataires, les militants, ou si on compare avec les années 60-70, où il y avait beaucoup plus de sabotage, et là, aujourd'hui, il y a un micro-truc et il y a une répression intense. Donc c'est clairement... Le seuil de tolérance s'est baissé, ouais. Est-ce que tu veux annoncer les lives à venir? Du coup, plusieurs choses. Peut-être déjà, dites-nous ce que vous avez pensé de... Enfin voilà, s'il y a des trucs à améliorer ou quoi, de nos tout premiers lives ever. Exactement. Les prochains lives seront pour le coup tous les mercredis, donc pendant 5 semaines, enfin 4 autres semaines les mercredis, et le prochain, donc mercredi même heure, ou 18h30 ou 19h, vous retrouvez tout sur la page. Le prochain, ça va être donc toujours sur cette question de fascisation. Et là, cette fois-ci, on va parler de la fascisation des médias, mais d'un point de vue situé en tant que militant, comment on travaille avec les journalistes face à ce phénomène-là de fascisation des médias. Donc ce sera mercredi prochain avec Clément Pourret et Swazik Pénicaud. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Bastien, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de dire un grand merci aux petits lutins qui ont des prénoms, et on va arrêter de les appeler les petits lutins. Merci Marne et Eva qui ont grave géré la préparation des lives, etc. Et merci à Bastien aussi énormément, et à Pierre qui aide à la modération. Voilà, donc c'était hyper chouette d'avoir testé ça. Mais oui. On a pris des sauces dans les commentaires ou ça va? Non, ça va. Les gens étaient gentils. Merci d'être gentils. Et de toute manière, il y aura un replay et tout. Donc voilà. Et revenez parler des lives aussi autour de vous. Donc on lance ça. Et faites des dons. Et bonne soirée. Et bon merci week-end. Nastasia. Et merci beaucoup Nastasia. Et voilà, j'en fais la présentatrice météo. Et voilà. Merci bonne soirée. Bonne soirée.